Bonsoir et bienvenue donc à cette conférence organisée par la formation Léon Lezoil et la gauche anticapitaliste, donc qui va porter donc sur la récente victoire antifasciste sur l'organisation d'extrême droite néo-nazie Aube Dorée, donc qui a récemment été reconnue comme une organisation criminelle par les tribunaux en Grèce. Et donc aujourd'hui, nous accueillons donc trois invités, trois camarades. Donc tout d'abord Aphrodite Marévelaki, donc qui est membre des Grecs solidaires et de la gauche anticapitaliste en Belgique, et qui reviendra pour nous sur l'histoire de l'extrême droite et l'histoire de l'antifascisme en Grèce. Nous avons également Lefteris Papagiannakis, qui est membre de l'Observatoire du procès Aube Dorée et secrétaire général de la Ligue des droits humains en Grèce, qui va donc témoigner de ce long combat contre les néo-nazis. Et enfin, Tassos Anastasiadis, excusez-moi, qui est journaliste et membre en Grèce, membre d'une organisation sœur de la gauche anticapitaliste, donc qui est Antasia, qui va intervenir donc sur la situation de la gauche radicale en Grèce et sur la situation politique et sociale du pays sous le gouvernement Mitsotakis, et qui est en ce moment en pleine pandémie, tout comme nous. Je rappelle donc que cette conférence est donc organisée par la formation Léon Lezoil et la gauche anticapitaliste. Et je vais laisser donc la parole à Aphrodite, qui va tout de suite nous faire sa présentation. Je t'en prie, Aphrodite. Aphrodite, si tu peux juste réactiver ton micro. Bonsoir, merci beaucoup, Hugo. Alors, voilà, ma tâche est assez difficile ce soir, en fait, de faire dans 10 minutes tout l'historique d'un siècle, en fait, d'extrême droite et de lutte antifasciste en Grèce. Alors, c'est un sujet particulièrement complexe, évidemment, voilà, je vais m'excuser d'avance, en fait, si je fais certaines simplifications abusives. Et j'espère que nous aurons le temps de discussion pour pouvoir éventuellement, en fait, compléter toutes les informations que je suis sûre que je vais laisser un petit peu, en fait, sans explication. Le sujet est aussi extrêmement émotif, en fait, pour moi. Parce que il est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas vu le membre de Chrysiavi, l'Aube Dorée, c'est le nom, Chrysiavi, c'est le nom en fait en grec, défiler dans les rues d'Athènes, ressentir les émotions de peur et de colère qu'il provoquait en fait, et ou la terreur qui s'aimait aux personnes qui étaient leur cible, hein, surtout les migrants, les personnes en fait de couleur, etc. Alors voilà, ça c'était quelque chose en fait que pour moi c'était terrible à supporter en fait dans les villes, dans les rues de ma ville. Et ce qui était vraiment insupportable aussi, c'était ce sentiment en fait de toute puissance et d'impunité qu'ils dégageaient, qui était soutenu par leurs relations évidemment dans la police, dans l'État profond grec, l'image favorable que les médias projetaient d'eux, et la légalité qui leur donnait leur présence au Parlement et le vote de 600 000 personnes, le moment en fait qu'ils sont entrés au Parlement en 2012. Et justement, ce qui constitue pour moi la caractéristique la plus effrayante et la plus sournoise, la plus invisible, hein, pour cette raison la plus dangereuse du fascisme, c'est qui apporte des divisions des classes, hein, des gens de la classe, la division des travailleurs et des travailleuses, en désignant surtout toujours un bouc émissaire pour tous les maux et les souffrances qui nous affligent le capitalisme, pour toutes les injustices que nous subissons, réussissant ainsi à faire retourner en fait notre regard de nos vrais ennemis, de tous ceux qui nous exploitent et pillent nos vies et la planète.
À ce sens, en fait, je sens que le fascisme attaque tout ce qui nous importe, qui nous est cher, et tout pour ce qu'on lutte. L'unité de la classe, la libération des femmes, contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, contre l'homophobie et la destruction de la planète. Alors, j'ai préparé en fait une présentation à vous montrer, une galerie d'images pour accompagner ma présentation. Et j'aimerais vous montrer à ce fait là. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je vais vous montrer à ce fait en fait une affiche que j'ai trouvée. C'est ici. Une affiche que j'ai trouvée de l'extrême droite polonaise après la victoire des femmes contre la loi interdisant l'avortement. Alors qu'il montre vraiment, pour moi c'est extrêmement symbolique en fait cette affiche parce qu'elle montre vraiment tout ce qui est cher pour moi en fait, la destruction de tout ça. Et puis voilà, et c'est une violence aussi inuite. Alors voilà. Alors aussi, oui, pourtant le contexte international, et malgré la crise sanitaire, a beaucoup de victoires. Je vais rappeler en fait ici que au même moment que la décision du procès en fait sortait en Grèce, on avait la défaite de Trump et de ses Proud Boys aux États-Unis. On avait le retrait de la loi d'avortement en Pologne, la déclaration unitaire en France de partis et des organisations contre l'islamophobie et le virage autoritaire du gouvernement français. Aujourd'hui encore, en pleine crise de Covid, la mobilisation du personnel hospitalier en Grèce, la mobilisation des écoles en France. Alors, pourquoi toutes ces victoires et ces mobilisations sont importantes pour nous? Outre le fait qu'elles nous font reprendre de la confiance dans nos capacités d'organiser les résistances et de gagner des causes importantes, répondent aussi à ces voix défaitistes qui sèment le désespoir et la passivité, ingrédients nécessaires pour que le fascisme pousse. Ce sont alors il n'y a pas d'alternative du capitalisme qui arrose la mauvaise herbe du fascisme dans nos sociétés. Mais revenons en Grèce, en fait. Cette victoire judiciaire était la première victoire concrète contre l'extrême droite depuis longtemps. Le procès de Chrysiavi, historiquement, se place dans les grands procès des collaborateurs, premièrement des collaborateurs des nazis après la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande, le procès des milices paragouvernementales qui ont tué le député de la gauche Grigori Lambraki dans les années 60. Si vous ne reconnaissez pas le nom, vous avez peut-être vu le film Z de Costa Gavras sur son procès. Et le procès des colonels et des tortionnaires après la chute de la junte militaire en 1975. La condamnation alors de Chrysiavi est donc l'aboutissement de longs processus de lutte populaire et de la lutte contre les idées d'extrême droite nationaliste qui a une histoire en Grèce déjà d'un siècle, en fait, de 2020 à de 1920 à 2020, en fait, tout un siècle de lutte antifasciste. Alors, nous pouvons situer en fait, comme pour toute l'Europe, la naissance des courants fascistes dans la période entre les deux guerres, à la fin de la Première Guerre mondiale et la période entre les deux guerres. Cette présence se concrétise plus au nord du pays, au nord de la Grèce, dans la région de la Macédoine. Cette région qui était récemment libérée de l'Empire ottoman et annexée en Grèce est multiethnique à l'époque.
d'où la célèbre salade macédoine hein, que vous connaissez très bien. Alors, c'est au nord alors du pays, et surtout dans la ville de Thessalonique, l'on retrouve la première organisation massive nationaliste à l'époque. Il y a deux ingrédients en fait à la base de cette organisation. D'une part, à Thessalonique, la Thessalonique avait la plus grande population juive des Balkans, qui a été fondée, qui a été à la base en fait de la fondation de la fédération des ouvriers, de la première fédération socialiste ouvrière en 1916, qui va donner en fait après le Parti communiste en Grèce. La fédération était une union ouvrière multiethnique qui s'opposait à l'idée nationaliste de la Grande Grèce, idée qui a mené à la guerre gréco-turque à la fin de la Première Guerre mondiale. L'organisation alors nationaliste à l'époque a des caractéristiques antisémites, mais surtout anticommunistes en fait. Et on va voir que tout au long en fait, de son histoire, l'histoire du fascisme en Grèce est plutôt anticommuniste en fait que raciste ou antisémite. Il y a évidemment ces caractéristiques-là, mais c'est plutôt en fait chauviniste, nationaliste et anticommuniste. Alors, la guerre gréco-turque, en fait, après la Première Guerre mondiale, hein, qui a continué, se termine avec une défaite de la Grèce, des massacres de populations chrétiennes de l'Asie mineure et des échanges de populations chrétiennes et musulmanes entre les deux pays. En 1922, entre 1,5 et 2 millions de réfugiés arrivent en Grèce, en fait. Voilà. Les images sont, je pense, qu'ils parlent tout seuls. Ces réfugiés constitueront le prolétariat des villes qui renforcera les rangs du Parti communiste après la grande crise de 1929. La crise politique des années 30. Ici, vous voyez un quartier de réfugiés en fait près d'Athènes à l'époque, que c'était de bidonvilles en fait qui ont été créés autour des grandes villes grecques. Alors, la crise politique des années 30, où le gouvernement, les coups d'État militaires et les dictatures se succèdent, finissent après les grandes manifestations violentes qui auront lieu surtout à Thessalonique et à Volos, au nord du pays, toujours, et la perte de politiciens bourgeois d'une grande révolte populaire par la prise du pouvoir par Ioannis Metaxas, ancien ministre du gouvernement, en fait, le 4 août 1936. C'est la dictature de 4e août, en fait, comme elle était connue. Elle est la première dictature d'inspiration nazie, fasciste. Metaxas était germanophile. Cette dictature n'est pas particulièrement antisémite, ça n'a pas de caractéristiques comme ça, hein, mais elle s'oppose de façon virulente au communisme. Metaxas a évoqué les dangers communistes pour prendre le pouvoir. Le Parti communiste passe à l'illégalité et les emprisonnements, les exils et les tortures des communistes deviennent monnaie courante. Tout ceci n'a pas empêché l'Italie. Ici, vous voyez, en fait, Metaxas avait créé de la jeunesse fasciste. Alors voilà, c'était vraiment d'inspiration, comme organisée comme les jeunesses fascistes et nazies à l'époque. Voilà. Alors, tout ceci n'a pas empêché l'Italie fasciste en fait de déclarer la guerre en Grèce en octobre 1940 et les troupes nazies de venir à l'aide de leurs alliés occuper la Grèce du mois d'avril 41 au mois d'octobre 44. Alors voilà. Pendant l'occupation nazie, ceux qui ont participé avec le régime de la 4e août, en fait, deviennent des collaborateurs des nazis, devient le gouvernement, en fait, qui a collaboré avec les nazis.
Comme il y a un mouvement de résistance qui s'organise, après le premier hiver de l'occupation où 300 000 personnes ont perdu la vie à cause de la famine, ses collaborateurs terrorisent, pillent et brûlent les villages et participent aux rafles des nazis dans les villes. Alors, c'est les fameux bataillons de sécurité, en fait, qui s'organisent en 1943. Ils seront les mêmes que nous retrouverons après l'occupation à collaborer avec les Anglais initialement et les Américains ensuite à la guerre civile qui a dévasté la Grèce entre 1945 et 1949 et qui a installé un régime de terreur dans le pays qui a duré presque aux années 60. Alors ici, vous voyez en fait les résistants pendant l'occupation allemande et puis l'armée populaire en fait pendant la guerre civile de 1945 et 1949. La perte de la guerre civile et la chasse aux sorcières en fait à des communistes qui l'ont suivi ont donné un sentiment d'impunité, de super pouvoir en fait aux milices paragouvernementales qui agissaient au pays en terrorisant les populations dans les campagnes et en obligeant les résistants à l'exil au pays du bloc soviétique ou à l'emprisonnement, la torture, les exécutions qui ne s'arrêtent qu'en 1954. C'était la dernière exécution des communistes en fait, et le camp de rééducation à Makronissos en 1957. 10 ans en fait de camp d'exil et de rééducation des opposants ou de ceux qu'ils se sont battus pendant l'occupation allemande et ensuite la guerre civile. Entre la fin de 1957 et jusqu'à l'année 67, la Grèce vit une relative normalisation de sa vie politique. Par contre, les milices paramilitaires sont toujours actives et impliquées à l'assassinat de Grigoris Labrakis. Comme je vous ai dit, en fait, c'était député de la gauche le parti communiste et toutes les organisations communistes, en fait, restent toujours à l'illégalité, mais il y a un parti de gauche uni, en fait, où Grigoris Labrakis était député et qui a été tué, en fait, en Thessalonique en 1963 et que son procès a tourné Costa Gavras, en fait. Vous avez la fiche. Là. Alors, en 1967, juste avant les élections, il y a le coup d'État militaire. Le coup d'État de 21 avril 1967 des colonels, la junte des colonels. Qui se termine en 1974 après la révolte et l'oppression violente à l'école polytechnique. Le tank est rentré dans l'école en massacrant les étudiants qui étaient sur le portail. Bientôt, on a le 17 novembre, en fait, on a la grande manifestation depuis toutes ces années qui se passe à Athènes et que cette année, elle était interdite à cause du Covid, mais les organisations, en fait, toutes les organisations de gauche veulent la faire. Aphrodite, juste pour info, tu as 15 minutes. Oh, déjà? Oui. Oh mon Dieu, ok, je vais alors un petit peu plus vite. Alors, voilà. Ça, c'était 1973, l'école polytechnique, la révolte, et en 1974, la démocratie se rétablit, le Parti communiste et les organisations de gauche sont de nouveau légales, après presque 40 ans d'illégalité. Et le parti de droite qui se forme en cette période, la Nouvelle Démocratie, absorbe une grande majorité des organisations de l'extrême droite. Les colonels sont en prison et c'est uniquement des organisations marginales qui s'activent.
parmi ces organisations, on retrouve EPEN, qui est l'organisation en fait où Michal Oliakos, le chef en fait des Chryssi était membre au départ. Alors, il a fondé l'Aube dorée, l'organisation nazie, en 1985. Et comme vous voyez, en fait, sur la couverture de leur revue à l'époque, c'était une organisation, en fait, qui se déclarait nazie ouvertement. Ils ont changé leur discours, et ils ont passé d'une organisation nazie plutôt à une organisation nationaliste en 1990. Pendant tout ce temps-là, en fait, de 1985 à 1990, ils ont dans leur passif plein d'attaques violentes à Athènes et dans les autres grandes villes contre tout ce qui désignaient comme leur ennemi. Hein. Les communistes, anarchistes, des syndicalistes, des réfugiés, des migrants, des homosexuels, des artistes, etc. Alors voilà. Et c'était toujours, en fait, sur les couverts, il agissait toujours sur les couverts de la police et de l'État profond, en fait, hein, grec. Alors voilà. Nous avons gagné avec le procès hein, de l'Aube dorée, nous avons gagné une grande bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Hein. La lutte continue. Merci beaucoup et je suis désolée, j'ai pris plus de temps. Pas de souci, Aphrodite. Du coup, je propose qu'on passe à la suite, donc un petit peu expliquer si donc Leftéris peut nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de, enfin, qu'est-ce qui a mené à la victoire sur Aube dorée. Voilà, je te laisse la parole, Leftéris. Merci. Merci pour l'invitation aussi, aux organisateurs. Donc, je vais me limiter au procès, mais il y a plein de choses qui sont arrivées avant et j'espère que des choses vont se passer après, contre l'Aube dorée, évidemment. Donc, le procès, le début du procès, c'est l'assassinat de Pavlos Fyssas. C'est un rappeur antifasciste qui a été assassiné le 18 septembre 2013. À partir de là, l'État a décidé de poursuivre l'Aube dorée et très vite, on a eu les premières interpellations des membres, du chef, des membres du groupe parlementaire, etc. Et dans un délai très court pour la justice grecque, on a eu l'affaire de l'Aube dorée qui compte plus de 1000 pages et l'accusation principale, c'était que l'Aube dorée était une organisation criminelle sous le manteau d'un parti politique qui est membre aussi du Parlement grec. L'Aube dorée est entrée au Parlement grec la première fois en 2012, aux premières élections de 2012, en mai. Ils ont été encore membres du Parlement en juin 2012, etc. Donc, très vite, on a vu les premières interpellations et en avril 2015, le procès a commencé. Comme vous savez tous, il a duré un peu plus de 5 ans et demi. Il y a eu plus de 460 jours de procès dans ces 5 ans et demi. Il y a eu assez de difficultés techniques, des jours où on n'a pas eu de procès parce que les avocats étaient en grève. Il y a eu maintenant avec la pandémie, etc. Donc, ça nous a mis 5 ans et demi. On ne considère pas que c'est très, très longtemps parce qu'un procès similaire en Allemagne a duré à peu près le même temps, mais avec une accusée. C'était le procès du NSU, très important aussi. Et à cause de ce procès, il y a eu l'idée de créer aussi un observatoire du procès de l'Aube dorée.
l'Observatoire a commencé de travailler tout de suite. Avec le début du procès, on était là présent. Il y avait des observateurs tous les jours qui transmettaient les informations live au Facebook, à Twitter, etc., etc. Et on a des fiches de chaque journée et des rapports. On espère que ces rapports vont être… ils sont déjà publics, mais malheureusement, il n'y a que la moitié qui est en anglais. On espère qu'on aura la totalité en anglais parce que ça coûte la traduction d'ici, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement, mais on aura la totalité des fiches en anglais et on aura aussi les fiches gérées d'une façon facile, ouvert à tout le monde pour que les chercheurs et les gens qui sont intéressés de regarder comment ce procès s'est déroulé, ils puissent avoir accès. Donc le procès, pour ceux qui l'ont suivi, c'était très intéressant. Pas seulement parce qu'il y avait un parti politique qui était accusé d'être une organisation criminelle, c'était un procès très important aussi parce que c'était le premier procès de ce type, si vous voulez, tout le monde le dit, après les procès de Nuremberg. Donc c'était quelque chose qui avait beaucoup d'attention à travers l'Europe, mais aussi le monde, parce qu'on a vu que l'Europe dorée a donné des connaissances, ou le savoir-faire, si vous voulez, aussi aux nazis des États-Unis, parce que pour les gens qui se souviennent, aux événements de Charlottesville, les gens disaient que nous, on a pris le savoir-faire de l'Europe dorée. Et pour nous, ça c'est quelque chose qu'on doit maintenant travailler et changer aussi cette histoire, parce que tout le monde l'a entendu. Là, il faut que tout le monde entende que l'Europe dorée est en prison. Parce qu'après le procès, tout de suite, à part une personne, toutes les autres accusés qui doivent être en prison sont en prison. Il y a seulement le deuxième dans la qui fuit la justice, et c'est un grand échec de la police grecque, malheureusement. Malheureusement pour nous, hein, pas par la police. Bon, on était un peu… On savait qu'ils allaient faire quelque chose, ils ont décidé de faire ça, mais il faut voir. Hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec la police en grec à travers leur support ou leur façon d'agir contre l'Europe dorée. Pas du tout, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on doit voir à l'intérieur de la Grèce. Mais avec la décision de la Cour, il y a beaucoup de possibilités pour travailler là-dessus, donc on verra comment ça va se dérouler. Pour nous, dans l'Observatoire, juste pour donner 2 ou 3 éléments sur ça, il y avait 4 organisations qui sont membres de cet observatoire. La première, c'est la Ligue grecque des droits de l'homme, dont je suis le secrétaire général. Il y a le Conseil d'intégration des migrants de la ville d'Athènes. J'étais président du conseil quand j'étais élu à la ville d'Athènes. Il y a aussi l'Observatoire sur la parole de haine de l'Union des journalistes d'Athènes aussi, et la coordination antifasciste Athènes-Pirée. Pirée, c'est le plus grand port de la Grèce, c'est une ville juste à côté d'Athènes. Donc, ces 4 organisations se sont mis d'accord pour créer cet observatoire. On avait quelqu'un qui travaillait sur les médias sociaux, qui faisait les rapports, et on avait des avocats qui étaient tous les jours présents dans le procès. Pour nous, c'était très important de couvrir une lacune, malheureusement, parce qu'il y a très peu de médias qui ont couvert le procès. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra ou de possibilité d'enregistrement, parce que pour la publicité, c'est-à-dire pour les médias, il fallait l'accord de tous les parties du procès. Évidemment, les accusés ont refusé. C'est très compréhensible. Au début, ils disaient qu'on n'a pas de problème, on n'a pas peur, etc. Mais quand le jour de la décision est venu, ils ont dit non, comme ils font d'habitude. Dire oui au début et après se retirer, comme des lâches. Et malheureusement, le système judiciaire grec a utilisé l'excuse de la crise financière pour ne pas financer l'enregistrement du procès. Donc, il y avait
tous les éléments du procès que vous allez voir, si, quand vous pourriez les lire, sont pris en main. Le secrétaire de la Cour a écrit tout le procès à la main. Donc, je ne sais pas combien de milliers de pages il y aura, mais ça prendra plus d'1 an et demi pour écrire seulement la décision, pas les notes. Mais nous aussi, on a un nombre énorme de notes que nos observateurs ont pris pendant ces 5 ans et demi. Donc, il faut travailler là-dessus pour les faire plus présentables et les donner au public. Ils sont accessibles en grec, mais on voudrait le faire d'une façon plus présentable pour le public, pour qu'il soit comment dire, plus facile à travailler là-dessus. Donc, ce procès a démontré beaucoup de choses. D'abord, que la démocratie a des limites, si vous voulez. Ça, c'est très important. Et surtout que la démocratie et ses limites sont définies et imposées par les institutions de la démocratie. Donc, c'était la justice grecque qui a dit que ça, ce n'est pas un parti politique, c'est une organisation criminelle. Là, cette décision, on peut la garder, on peut l'utiliser maintenant. Ce n'est pas que nous qui disent que l'Aube dorée, c'est une organisation criminelle, c'est la justice grecque qui le déclare, qui l'a reconnu. Donc, nous, on peut l'utiliser pendant notre lutte et pendant les débats politiques. Il n'y a pas d'excuse pour les gens qui disent, par exemple, « Ah, moi, je ne savais pas, mais c'est une partie politique qui a été élue par les Grecs, qui fait partie du Parlement grec, etc. » L'excuse du parti légal qui a été utilisée énormément par beaucoup de gens, comment dire, l'argument qu'on peut avoir une aube dorée sérieuse comme partie intégrale du système politique, tout ça, c'est fini. Et tous ces gens doivent, je ne sais pas, revenir en arrière et faire une autocritique, changer leur avis, ne plus l'utiliser, je ne sais pas. Il faut qu'ils trouvent eux-mêmes la façon dont ils vont se présenter au public. Donc, pour nous, ça, c'est très important. À part, évidemment, la lutte de tous les jours que chacune doit faire, il y a là quelque chose de très, très tangible qu'on peut utiliser. Évidemment, il y aura suite au procès parce qu'ils vont faire appel. Déjà, le procureur a fait appel parce qu'il considère que les peines pour les chefs sont très petites. Les peines, c'est de 13 ans de prison. Le maximum, c'est 15. Donc, apparemment, le procureur considère que la Cour devrait décider 15 ans. Donc, on verra. Et on pense que l'appel va commencer, la procédure, dans 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, la lutte continue. On sera là, évidemment, en tant qu'observatoire. J'espère que vous serez là aussi. Donc, je m'arrête ici. On peut revenir avec des questions là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lefteris. Et donc, on va finir ce tour des intervenants donc avec Tassos, qui va un petit peu nous parler un petit peu de après cette condamnation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on continue à mener la lutte antifasciste. Je te laisse la parole, Tassos. Bonsoir. D'abord, je vais prendre la relève de là où Lefteris l'a laissé. C'est très clair que ça a été une victoire qu'on peut utiliser, comme Lefteris a dit. Même du point de vue juridique, le fait qu'on a une condamnation de l'Aube dorée comme organisation criminelle, c'est très important. Pourtant, moi, je voulais mettre quelques questions sur tout le moment historique où on est, et voir d'où ça vient, où est-ce qu'on va. Tout d'abord, déjà, on a un problème par rapport à la condamnation juridique, une question. Pourquoi, comment ça se fait-il que l'Aube dorée a été poursuivie et condamnée, bien condamnée comme organisation criminelle, et n'a pas été poursuivie avec le dispositif légal contre de l'antiterrorisme. On sait qu'il y a plein de petits groupes dits
terroristes de gauche qui ont été poursuivis pour ça. Mais l'aube dorée, c'est la définition du terrorisme. Aphrodite l'a expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas que la terreur dans la rue. Il y a la terreur contre les ouvriers au Pirée, etc., etc. C'était une organisation bien fasciste, nazie, organisation qui terrorisait le mouvement ouvrier, les travailleurs, etc. Et la deuxième question par rapport à ça, c'est même, on peut se demander pourquoi soudainement tout ce monde qui pendant des années ou collaborait ou ne disait rien par rapport à la dynamique fasciste et surtout par rapport au terrorisme contre les immigrés, etc., comment ça se fait-il que tout ce beau monde était satisfait pour la condamnation de l'aube dorée? Et déjà, il y a un problème parce qu'on voit bien que le personnel politique qui a pris la relève au moins de Syriza depuis l'année dernière inclut dans son sein une série d'ex-fascistes très notoires, d'un ministre qui a été... enfin, je passe, allons très vite. Donc, c'est un gouvernement libéral par son programme, avec la vieille droite dite laïque, et une aile fasciste impliquée même sans honte. Hein. Donc, je crois qu'il y a aussi à penser pour nous, maintenant on discute en camarades, à voir s'il n'y a pas un problème, un recul plus profond des rapports des classes qui explique un peu pourquoi on est arrivé à ce moment. Si on prend le gouvernement Mitsotakis de droite depuis un an, on voit que sa caractéristique principale, c'est pas seulement que c'est un gouvernement d'attaque contre le travail, de facilitation du capital, etc. C'est surtout l'ampleur, le rythme des attaques depuis un an, sur tous les domaines, et une attaque décomplexée, avec une confiance, une assurance. Je vais vous donner simplement mentionner quelques exemples. Maintenant, prenons deux exemples de l'actualité. Il y a 2 semaines, le gouvernement ou le Parlement a voté une loi pour les dettes hypothécaires des ménages. Vous savez, l'histoire de la crise des années 10, il y a beaucoup de gens qui ont maintenant des dettes envers les banques pour leur maison. Même la Troïka, en 2010-11, elle avait accepté qu'il y ait une petite protection pour les gens qui sont pauvres, en fait, et une protection de leur maison principale. Là, ils ont voté une loi comme quoi, en fait, je passe aux détails de montants et tout ça, mais en fait, ils transforment tous les droits par rapport aux dettes hypothécaires des gens en transformant les personnes, les individus, les gens, à des simples commerçants. C'est-à-dire, ils entrent dans le domaine du droit commercial courant des entreprises. Deuxième exemple d'actualité. Là, il se prépare dans 2 semaines, je crois, ou dans la semaine, hein, une nouvelle loi qui, ni plus ni moins, instaure pour la première fois après un siècle la journée de travail de 10 heures, sous la forme bizarre un peu des heures supplémentaires non payées, impayées, mais c'est la journée de travail de 10 heures. Et en même temps, ils introduisent une loi qui va permettre le lock-out, l'interdiction des actions de soutien à la grève, les piquets de grève, un fichage étatique et patronal des syndiqués, un démantèlement un peu plus poussé encore de l'inspection du travail, etc. En fait,
Le problème, ce n'est pas ces deux dernières lois. Il faut voir que cette attaque, on l'a depuis l'année dernière systématiquement. Elle vient après la série des attaques de la Troïka connues, vous connaissez tous, ce n'est pas la peine d'y revenir. Je peux donner quelques exemples comme ça, mentionnés. Il y avait une loi l'année dernière, juste au printemps, une loi de facilitation des investissements et du développement économique qui a enlevé de fait tous les obstacles écologiques pour les investissements, qui fait que, en disant que c'est bureaucratique, toutes ces réglementations, donc il suffit que l'investisseur qui veut planter des éoliennes partout en Grèce, il suffit qu'il fasse lui-même la recherche environnementale. Il y a eu une série de lois de règlements proprement répressives. Il y a eu une loi pour interdire plus ou moins ou régler les manifestations des rues. On a eu l'instauration, la suppression de ce qu'on a dit ici l'asile des universitaires. C'est-à-dire en Grèce, la police n'avait pas le droit d'entrer dans le camp universitaire, sauf s'il y avait un problème appelé par les... Là, ils ont supprimé cet asile. Et la semaine dernière, ils ont proposé au président des universités de faire en plus de vigiles et de gardiens, d'organiser des corps de police privés pour les universités. On pourrait continuer comme ça, le système étatique. Les mairies, par exemple, l'année dernière, ils ont voté que ce n'est pas la peine que les conseils municipaux se retrouvent. Où ils se retrouvent, ils peuvent discuter, mais toutes les décisions vont être prises par les maires eux-mêmes, sans contrôle, même le budget municipal. Ça va être les maires seulement. On peut parler de la culture. On a trouvé un site très beau byzantin du IIIe siècle, je crois, en pleine Salonique, et pour construire le métro. Ils ont dit c'est pas la peine de garder le site, qui est un site très beau avec des rues, etc. On va l'enlever là, construire la station de métro sans problème. Et même, enfin, je passe, allons plus vite parce que je vois que le temps passe. Il faut voir, si je ne me trompe pas, je suis à 8 minutes, comme j'ai promis. Donc, en ce moment, on voit que la crise, surtout la pandémie, a servi à accentuer le rythme et à accentuer la méthode de cette attaque libérale. On le voit bien sûr au niveau des salaires. Il y a une baisse de salaire terrible, mais on le voit surtout du point de vue de la protection du travail, des règles du travail, de la réalité du travail. On le voit avec l'explosion du temps partiel, l'explosion des réglementations sur tous les aspects. Par exemple, là, il y a quelques mois, ils ont décidé que ce n'est pas la peine que quand un patron emploie les gens avec des heures supplémentaires, bien sûr, il a le devoir de faire une déclaration, mais la déclaration, il peut la faire 2 mois après. C'est-à-dire, c'est incontrôlable, ce truc. Donc, il fait tout ce qu'il veut. Donc, pour ne pas parler trop, je vais simplement dire un mot sur la situation actuelle plus structurelle de la classe ouvrière, parce que moi, je suis vieux, mais je constate que toute la génération des gens qui sont rentrés dans le marché du travail depuis 2000, c'est-à-dire pendant les 20 dernières années, et c'est donc le gros en ce moment de la force de travail, de la classe ouvrière vivante, c'est une force de travail, c'est des gens
qui n'ont plus le sentiment que l'action collective ou l'organisation collective vaille quelque chose, parce que même les éléments qu'il y avait avant, comme la retraite, la promesse de la retraite ou l'assurance maladie, ont été sapés. Et de fait, si on prend les statistiques aussi, on voit qu'en Grèce, en ce moment, c'est le champion en Europe. Il n'y a que 10% des travailleurs qui sont couverts par une réglementation, une convention quelconque, n'importe laquelle. Sinon, le reste, c'est le droit commercial. C'est la jungle du marché. Ils n'ont pas d'autres protections. Donc, ça a des implications aussi au niveau de la capacité de la classe ouvrière à riposter à toutes ces attaques, parce qu'il y a bien eu des ripostes, mais c'est vrai qu'on n'a pas été à la hauteur. Hein. Donc, je ne veux pas vous dire être pessimiste, simplement il faut avoir clair en esprit ce qui se passe pour pouvoir contribuer à une récomposition des choses, des projets politiques et stratégiques et des choses aussi qui valent, qui sont importantes. Je ne le dis pas comme ça, parce qu'on sait, il y a eu la lutte antifasciste, bien sûr, mais on a une série de luttes. Aujourd'hui, il y a eu une lutte dans les hôpitaux, des gens des hôpitaux qui était important, en pleine... Excuse-moi, Tassos, si tu peux conclure. Ok, c'était ça. Simplement conclure qu'il faut pas... Je donne des éléments pessimistes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra arrêter la lutte. Hein. Merci beaucoup, Tassos. Donc, pour les spectateurs et les spectatrices, donc, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le chat sur le live Facebook, donc sur la vidéo d'origine. Et donc, en attendant les questions, je peux peut-être demander aux différents intervenants, intervenantes, si vous avez des choses à rajouter par rapport aux interventions des autres membres. Oui, Une petite remarque concernant l'histoire des mouvements et l'histoire grecque. Après la guerre et la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile, de suite, l'histoire grecque est très compliquée parce que le pays était divisé, évidemment, parce qu'on a passé une guerre civile, et c'est toujours une très grande une question très importante. J'ai la sensation que toutes les discussions politiques en Grèce aboutissent à la guerre civile. On va en arrière, et on arrive à la guerre civile où là, toutes les familles en Grèce, presque toutes, ont une histoire où une partie de la famille appartenait d'un côté et l'autre partie de la famille appartenait à l'autre côté. Et il y a toujours des histoires personnelles et familiales qui sont très intéressantes, très pénibles, très difficiles à gérer, qui donnent beaucoup d'éléments pour comprendre la vie politique en général en Grèce, l'histoire du système politique, des partis et tout ça. C'est très intéressant. Ça prend beaucoup de temps pour expliquer, mais je peux vous dire que dans ma famille, pour donner un exemple plus personnel et ne pas parler des autres, mon grand-père a été exécuté par les nazis, mais son frère appartenait aux collaborateurs des nazis. Donc, c'est toute une histoire qui existe autour de la vie politique en Grèce, qui est très compliquée. Il faut toujours avoir en tête, il n'y a pas d'excuse, évidemment, je ne veux pas diminuer l'importance de la lutte contre le fascisme, mais il y a toujours des trucs comme ça qu'on peut trouver qui donnent plus d'informations de comment cette histoire
a évolué depuis tant d'années et pourquoi c'est si difficile de passer à autre chose, c'est-à-dire avancer et arriver, pas à se moderniser, mais à passer à travers les difficultés qu'on a tous en nous en tant que partie de notre vie. Donc, c'est très compliqué. C'était juste une remarque pour se mettre d'accord avec Aphrodite, mais pour donner un peu plus d'éléments et de détails. Aphrodite, si tu veux réagir. Je ne peux qu'être d'accord avec Lefteris. En effet, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a fait ce retour pour voir qu'il y a une suite dans les choses, une continuité en fait dans les temps, aussi bien de mouvements fascistes et nationalistes en Grèce que des luttes évidemment qui sont continues, qui n'ont jamais arrêté. Je vais dire aussi que comme d'autres pays qui ont vécu des guerres civiles, comme l'Espagne, en fait, je pense qu'on a ici des camarades en fait qui connaissent l'histoire de la guerre civile, mais les blessures en fait qu'une guerre civile laisse dans la société sont très profondes et on le voit après tant d'années en fait que chaque fois qu'il y a des moments difficiles, comme Tassos a décrit aussi, par exemple après le mémorandum en Grèce, après la crise de 2011, etc., on voit en fait que toutes ces histoires reviennent, refont surface et redivisent en fait la société et redivisent surtout la classe ouvrière et redivisent surtout en fait l'unité aussi de la gauche parce qu'effectivement on n'interprète pas tous de la même façon en fait cette histoire-là. Alors, mais quelque chose aussi que j'aimerais dire en fait, pourquoi je me suis référée aux réfugiés de la Turquie. Moi, je viens d'une famille, en fait, la moitié de ma partie, de la partie de ma mère vient d'une famille, mais mes grands-parents étaient des Grecs, pas des Grecs, des chrétiens de Turquie, en fait, étaient des citoyens turcs, ottomans à l'époque, en fait, qu'ils sont venus bébés en Grèce. Et là aussi, en fait, je veux dire qu'après, on est maintenant à la 4e, 5e génération, presque, après ces réfugiés. On voit que les familles, en fait, provenant des réfugiés de l'époque, souvent, ils n'ont pas pris racine. Ma propre famille, en fait, dans les années 60, ils ont émigré au Canada parce qu'ils ne trouvaient pas leur place dans la société grecque. Alors, c'est effectivement, c'est très compliqué tout ça. On le revit maintenant, on revit cette histoire avec les réfugiés qui viennent en Grèce et où la société est encore une fois divisée parce que on a ce vécu qui est très, très dur et qui nous ramène en fait toutes ces images. Je voulais dire aussi quelque chose d'autre en fait sur peut-être ajouter en fait sur ce que Lefteris a dit. Il faut dire que les avocats qui ont constitué en fait le terme m'échappe, mais qu'ils ont travaillé pour défendre les familles de victimes, les victimes et les familles de victimes, en fait, ont fait un travail exceptionnel. Ça, il faut le dire. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui a eu un très grand écho dans la société. Alors, ça aussi, en fait, sans ce travail-là, sans le travail de journalistes et le travail des avocats, je pense qu'on n'aurait pas un tel résultat. Et pour finir, je pense que loin, comme dit Tassos, ce n'est pas, la situation est très difficile en Grèce. Il y a des attaques de toutes
tous les côtés. Mais en même temps, moi, je vois en fait que les victoires, même si elles sont rares, elles sont très importantes en fait dans la société. Et c'est dans cette voie qu'il faut aller. Hein. Je vois les mobilisations. Évidemment, je ne suis pas en Grèce, mais je vois les mobilisations, je suis les mobilisations, je suis en fait tous les mouvements d'idées, toutes les discussions qui se poursuivent. Alors, je trouve qu'ils sont extrêmement intéressantes et extrêmement intéressantes, nous, en Belgique, pour notre propre organisation hein, contre certains mouvements au nord du pays, en fait, qui nous font peur et qui nous évoquent des moments très durs hein, de ce type, en fait, de mouvements et des organisations. Voilà. Merci beaucoup. Tassos, tu as peut-être quelque chose à réagir, même si je sais que tu as déjà eu le mot de la fin. Pas beaucoup de choses, juste rajouter à ce qu'a dit Aphrodite et Lefteris, que la victoire sur l'Aube dorée, très importante, bien sûr, est due au mouvement antifasciste long, etc. Et Aphrodite a bien fait de rappeler que c'était une bataille aussi au sein du tribunal. Mais il faut rajouter, et je vous assure, que le soutien international a aussi été très important. Non seulement encourageant pour les gens qui se sont trouvés ici, mais aussi parce que c'était de la solidarité, c'était aussi l'acceptation du fait que le problème n'est pas grec, c'est pas en Grèce le problème, c'est partout d'ailleurs, Aphrodite l'a dit tout à l'heure, ça a commencé ailleurs, mais c'est même mondialement, on a un problème, on a une montée de l'extrême droite, sinon fasciste, mais en tout cas populiste, comme on dit, et là, il faut réfléchir et il faut battre aussi, battre au niveau idéologique, sur tous les terrains racistes, je ne sais pas, tous les terrains idéologiques qui existent. Voilà, tout. Merci beaucoup. Je vais un petit peu relayer des questions qu'on a eues dans le chat. Donc, je vais commencer par une question de Oksana, donc, qui demande un petit peu comment est-ce qu'on peut expliquer la décision du tribunal et qu'est-ce qui a fait pencher la balance et comment la population s'est impliquée et organisée pour que cette balance penche en faveur du mouvement antifasciste. Je ne sais pas qui veut répondre. Vas-y, Oui, je peux essayer. Nous pensons que la balance est passée du bon côté, si vous voulez, parce que les preuves étaient là. Les preuves étaient accablantes. Les vidéos, les photos, les documents, tout ça a été présenté de façon très claire et la Cour, les trois membres, les trois juges ont été convaincus que ce qu'ils voyaient devant eux, c'était une organisation criminelle bien organisée. Il y a même un journaliste qui s'occupe de l'Aube dorée depuis 30 ans, Dimitri Psaras, qui a présenté comment dire, le document qui mettait en place l'Aube dorée original, parce quand ils se présentaient aux élections, ils avaient utilisé un autre document, mais le vrai document qui constituait l'Aube dorée a été trouvé. Et là, on voyait que c'était une partie nazie qui utilisait le principe du chef et tout ça. Donc, même ça est venu, comment dire, à donner une clôture à l'affaire. Et les juges ont compris que c'est ce qu'ils voyaient devant eux, c'était une organisation criminelle bien organisée, d'un type militaire et tout ça, avec les principes nationalistes, fascistes, tout ça, et qu'on trouve dans des partis de ce sort. Donc, on pense que la Cour et les juges ont été convaincus que les preuves devant eux suffisaient pour prendre la décision. Bon, à partir de là, on voyait dès le début du fonctionnement de l'Observatoire qu'il y avait des gens qui nous suivaient, qui appartenaient à toute l'avantage du système politique. On voyait des gens et des journalistes de la presse classique,
ou conservatrice, ou libérale, ou de gauche, évidemment, mais il y avait tout le monde qui nous suivait. Donc, l'intérêt était, dès le début, très grand pour avoir des informations. Et le temps passant, il y avait de plus en plus de monde qui s'organisait. Et à la fin, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient en dehors, si vous voulez, de ce contexte, qui à la fin s'étaient intéressés à l'aboutissement du procès et qui considéraient que la Cour ne pouvait faire rien d'autre que le reconnaître coupable. Donc ça a créé, si vous voulez, une sorte de cordon sanitaire qui n'existait pas avant. Parce qu'il y a des questions là-dessus aussi on peut discuter après si vous voulez. Et dès le début de la présence de l'Aube dorée au Parlement, il n'y avait pas de cordon sanitaire, malheureusement. Le système politique a utilisé à sa guise, pas tout le monde, mais la grande partie, l'Aube dorée en tant qu'outil politique. Il y a beaucoup d'anecdotes ou d'événements qui démontrent que le système politique, même la gauche, malheureusement, la gauche qui était au pouvoir à cette époque, a utilisé l'Aube dorée pour justifier ou pour créer ou pour prendre un peu de l'essence dans la lutte contre le mémorandum. C'est une histoire très compliquée, évidemment, l'histoire politique grecque de ces 10 dernières années, mais pour nous, la Cour a été convaincue par l'épreuve. Alors, il y a beaucoup de questions, donc essayez peut-être d'être un petit peu court. Un petit peu plus court, pardon. Du coup, ça c'était une question qui est adressée à Tassos. Est-ce que tu penses que la condamnation d'Aube dorée a permis à des partis de droite de redorer leur image en comparaison, en se mettant un petit peu à distance de Aube dorée, genre nous on est la bonne droite et eux c'est la mauvaise droite, quoi. Je prends la parole tout de suite ou si vous voulez, oui, je donne, je ne sais pas pourquoi ça s'est adressé à moi. Je ne sais pas pourquoi c'est adressé, mais vu qu'on s'adresse à toi, autant répondre. Je ne sais pas. En partie, c'est ça qu'on voit, en partie. Mais à mon avis, l'explication doit être plus profonde. C'est-à-dire, je pense qu'en faisant la périodisation de la dernière décennie, on a eu une grande montée du mouvement des travailleurs essentiellement, mais d'autres gens aussi, de 2010 à 2012, 2015, après un recul ou sinon des défaites. À mon avis, c'est le fasciste. Je suis un peu classique dans cette question. J'ai l'analyse traditionnelle des bolcheviks, de Trotsky et des autres. C'est une bande qui sert à terroriser, à casser les syndicats, à casser les organisations. Donc, c'était une bande plus ou moins qui s'est préparée à ça, qui s'est préparée à long terme, qui s'est préparée aussi dans les coups, c'est-à-dire des bandes de l'Aube dorée servaient à des armateurs de Pirée pour chasser les syndicats. Lefteris va vous expliquer dans le tribunal comment... Mais enfin, donc, je pense qu'en partie, cette bataille perdue a fait que le personnel politique s'est refait une bonne figure. Donc, en partie, c'est vrai ce que le camarade ou la camarade, je ne sais pas qui a demandé, explique en partie la situation. Mais je pense que le plus grave, ce n'est pas tellement de voir les partis de droite, leur langage, etc., c'est de voir plus au fond comment traiter cette question, comment la combattre. Les éléments que Lefteris a expliqués ont été très importants. La bataille juridique a été très importante. Les avocats ou les réseaux qui suivaient malgré les difficultés. Bien sûr, derrière tout ça, il y avait aussi un mouvement de masse dans des quartiers attaqués où
des mouvements plus larges antifascistes. Donc, c'était là où ça a été gagné. Bien sûr, c'est un point sur lequel lequel on peut l'utiliser, même au niveau international. C'est pas peu de condamner une organisation nazie comme organisation criminelle. Elle a raison, je ne sais pas qui l'a dit, de camarades. C'est vrai qu'après Nuremberg, c'est peut-être la première fois où on a ça. Merci Tassos. Du coup, donc, je lis un commentaire de Jesus Aguirre, qui nous dit, qui vous félicite pour votre lutte en disant en Espagne, les fascistes sont dans les institutions et se présentent même aux élections. Bravo la Grèce pour avoir démantelé une organisation fasciste. Aussi, peut-être, il y a une question de Mauro qui nous demande quelle est la voie de l'opposition sociale et politique à l'heure du second confinement et quelle réaction de la gauche, des organisations de gauche anticapitalistes et des syndicats en Grèce. Écoutez, je suis en Grèce et je ne peux pas répondre tout de suite et très facilement à cette question parce que déjà le deuxième confinement a commencé il y a quelques jours. Demain, il sera renforcé. Les règles vont être plus sévères. Donc, il y aura une interdiction de circulation dans la nuit à part 3 exceptions classiques. Donc, je ne sais pas comment les syndicats vont s'organiser. Je peux vous dire, par exemple, que dans le cadre de la santé, c'est-à-dire les docteurs, tout ça, ils sont très, très inquiets parce que le système est à sa limite, comme partout en Europe. Donc, je ne sais pas comment ils vont réagir dans ce cadre. Il y a beaucoup de discussions, évidemment, du point de vue légal, constitutionnel, tout ça. Ça va continuer, je pense que après aussi. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu pour l'instant, et ça, c'est que moi qui le dis, hein, je n'ai pas vu de réaction des syndicats organisés pour l'instant. On a devant nous la fête du 17 novembre qui va causer apparemment un peu de tourment, mais je ne sais pas pour l'instant. Il y a des discussions, mais je n'ai pas vu de résultat pour l'instant. Ok, donc j'ai une question de Françoise Nice, peut-être plus Aphrodite, vu qu'elle connaît un peu plus la situation belge. Une question de Françoise Nice qui disait, donc en Belgique, le Vlaams Belang a été condamné en 2004 pour racisme et xénophobie, et donc le Vlaams Blok a été condamné en 2004, il est devenu le Vlaams Belang. Mais il a changé de nom, il a repris un ancrage assez profond en Flandre, et le parti nationaliste de la NVA a repris une grande partie de son argumentaire. La Ligue des droits humains, d'ailleurs en Belgique, faisait état qu'une très grosse partie du programme du Vlaams Blok avait été implémentée par les différents partis au pouvoir. Et donc, en gros, la question, c'est nous, en Belgique, quelles leçons on peut tirer de ce mouvement contre Obdoré, quoi. Je pense qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé avec le Vlaams Blanc, qui a été condamné pour racisme et xénophobie et qui a pu changer de nom, parce qu'il n'y a pas vraiment le démantèlement. Il faut dire qu'après les accusations et la mise en procès de Chrissy Agui, le parti a été dissous tout seul, en fait. Et puis, il y a une condamnation comme organisation criminelle, c'est-à-dire que je pense en fait que ça c'est une différence de qualité entre ce qui s'est passé en Belgique et avec Chrissy Agui. Maintenant, ça ne veut pas dire évidemment que on ne peut pas renaître des organisations de ce type en Grèce. Mais ça va être un petit peu plus difficile que ce qui s'est passé en Belgique, en fait, de changer des noms avec le même type d'organisation, le même type d'action, de reprendre place dans la société. C'est ça mon estimation. Maintenant, si les idées en fait de l'Aube dorée ont été intégrées, ou une partie évidemment, les 600 000 personnes qui ont voté pour
pour l'Aube dorée n'ont pas disparu avec la condamnation de l'Aube dorée. Hein. Ils vivent toujours, ils sont toujours dans la société grecque et ils ont voté pour d'autres partis, en fait, d'autres partis nationalistes, de plus petits partis nationalistes, et une grande partie est entrée à Nouvelle Démocratie. Mais j'ai aussi la même, si vous voulez, la même analyse que Tassos, hein, assez classique en fait à ce niveau-là. L'Aube dorée est venue, comment l'Aube dorée en fait a pu se renforcer, etc. Mais c'était après le mémorandum de 2011, hein, en fait, est venu aider les partis et aussi Syriza qui est venu au pouvoir en 2015 avec un agenda en fait et avec c'était ce qui nous faisait peur dans la société en fait, hein, c'était ça, c'était soit ça, soit en fait, voilà, on allait avoir de l'extrême droite toute présente. Et une grosse partie en fait de son agenda, surtout sur comment on affronte en fait les vagues migratoires, les réfugiés en Grèce, etc., a été repris par la Nouvelle Démocratie. Hein. Et en même temps, la Nouvelle Démocratie a intégré, comme Tassos l'a dit, en fait, de personnes qui auparavant, ils étaient très proches avec cette nébuleuse en fait fasciste et nationaliste qui existait en dehors des partis en fait au Parlement. Alors tout ça, ça fait en fait que évidemment la situation n'est pas résolue. Hein. Ce n'est pas, on a eu une victoire, comme je dis, on n'a pas eu la guerre encore. Alors maintenant pour la Belgique, en fait, ce que je trouve que c'est les éléments en fait que je trouve qui sont extrêmement intéressants. Bon, évidemment, à part le fait que le mouvement populaire a été pu en fait devenir très fort après l'assassinat de Pavlos Fyssas, hein, parce que jusqu'à là le réflexe était un petit peu, il y avait des organisations dans les quartiers qui luttaient contre, mais ce n'était pas aussi en fait aussi grand et évident. C'est aussi en fait des actions plutôt à des niveaux locaux. Le travail au niveau local, je trouve que c'est vraiment très très important. Hein. Le travail des organisations en fait antiracistes qui sont sur place dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, c'est extrêmement important. La défense aussi en fait de personnes d'origine étrangère, des migrants, des sans-papiers, et tout ça sont les ingrédients en fait qui font qu'une société ne glisse pas vers la xénophobie et puis finalement de fascisme. Hein. C'est ce qui est très, très primordial. La solidarité, évidemment, et l'unité à ce niveau-là. Hein. On fait front en fait, devant des phénomènes de ce type-là, pour les arrêter. Voilà. Merci. On a une question de Ioannidis Tsironifoutoula, donc qui demande, donc il y a beaucoup de mobilisations, beaucoup de manifestations très massives, presque à un niveau quotidien de tous les secteurs avec des militants et des militantes très déterminés. Et du coup, Ioannidis voudrait demander à Tassos quelles sont les victoires et les réussites de ces résistances. Je réponds tout de suite. Enfin, ce n'est pas une réponse, je donne mon appréciation de la situation parce que j'ai l'impression que la plus grande victoire, même dans la dernière période, mais même avant, la plus grande victoire de tous ces gens qui ont lutté et qui continuent à lutter, c'est de pouvoir continuer à lutter, donc à créer des solidarités, à créer des fronts, à créer d'unité dans la rue. Parfois, peut-être c'est exagéré de dire que tous les jours il y a des mobilisations massives, mais c'est vrai qu'on
qu'on connaît systématiquement, sinon pas tellement dans les lieux de travail, mais partout ailleurs. Par exemple, je mentionnais le problème des éoliennes, du capitalisme vert qui vient triomphant planter partout des éoliennes. Ou on peut parler même à propos du mouvement pour le climat qui a eu une importance. Mais il y a eu, comme le Lefteris a mentionné, ou moi aussi, la lutte de docteurs et d'infirmières dans les hôpitaux. Il y a eu d'ailleurs cette année, il y a un mois, une vague d'occupation d'écoles qui, peut-être pour la première fois, enfin, c'était pas quelque chose de très contrôlé, c'était les jeunes qui occupaient les écoles parce qu'ils demandaient des masques, demandaient des distances, etc. Il faut dire à propos, pour avoir en tête, parce que vous vivez en Belgique et vous ne savez pas peut-être, mais ici, en plein confinement, au mois de juin, le gouvernement a passé une loi pour augmenter les effectifs des classes scolaires. C'est peut-être unique au monde, c'est une provocation. Et d'ailleurs, les représentants des spécialistes du gouvernement nous a expliqué au mois de septembre que si on réduit les classes, on aura plus d'infections parce qu'il y avait toute une histoire théorie. Il faudra des professeurs qui sont plus dangereux ou des histoires. Donc, je veux dire que donc, on connaît des luttes, on connaît des luttes locales par ici et par là, sectorielles, pas toujours à la hauteur. En général, ce n'est pas à la hauteur. Et en général, on a perdu beaucoup de luttes. Mais le fait de continuer à lutter, ça empêche aussi à ce raz-de-marée, cette avalanche d'attaques bourgeoise de l'État, du capital, qui ici, ça devient depuis un an au moins, après la crise de la Troïka, il y a 10 ans, ça devient une sorte vraiment de catastrophe, hein, de catastrophe beaucoup plus que la pandémie. La pandémie, on va voir, la pandémie, ici, il y a eu une question, je dois dire quelque chose, peut-être quelqu'un d'autre aussi. On a eu, l'Europe de l'Est a eu la chance au printemps de ne pas avoir le virus, ou très peu, partout, si vous prenez tous les Balkans, du Nord aussi. Pourtant, la Grèce, Mitsotakis, qui est un imitateur de Macron, il a fait le lockdown tout de suite, et après il disait, oui, la guerre, on l'a gagnée, moi je suis le stratège. Et là, en ce moment, on est plutôt, on se rapproche de la Belgique, hein, du point de vue de la pandémie. J'ai l'impression, la Belgique, vous avez là beaucoup d'expérience et toute la... Et je pense, par rapport à la question, que en tant que mouvement ouvrier, on ne peut pas parler de syndicats. La question, c'était par rapport aux syndicats. Les syndicats sont complètement de l'après, désorganisés. Il y a quelques petits syndicats de base qui essayent de faire un travail vraiment élémentaire d'organisation. Mais même les organisations politiques, même les localités, collectivités locales, ici dans le quartier ou ailleurs, je crois qu'on est assez coincé par rapport à la gestion de la pandémie. On ne sait pas très bien comment protéger nos gens, comment proposer aussi des solutions par rapport à la gestion quotidienne. On sait simplement que la direction que notre gouvernement et les autres gouvernements ont pris d'interdire, de transformer l'État en État policier. Par exemple, Lefteris a parlé ou Aphrodite du 17 novembre, la semaine prochaine. C'est un problème. C'est évident d'avoir des dizaines de milliers de gens de la rue, mais ce n'est pas une réponse d'avoir le gouvernement qui te dit non, moi j'interdis, il n'existe plus de commémoration de l'école polytechnique. Donc par rapport à ça, il faut
il faut contrer de toute façon. Et ça vaut toujours la peine de lutter, même quand on est en désespoir. L'issue de l'aube dorée le montre. On était très peu au début de contrer l'aube dorée. À la fin, on a eu cette petite réussite. Ce n'est pas énorme, mais ça vaut la peine. Vous pouvez l'utiliser vous-même en Belgique ou en France. Et quelqu'un a demandé, je crois, pour l'Espagne. Ben oui, c'est une petite victoire qu'on peut se passer entre nous. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Stassi. Donc ici, j'ai une question de Freddy Mathieu. Donc, dans les 10 dernières années, la Grèce était une sorte de laboratoire pour appliquer des politiques d'austérité. Et du coup, la question c'est, est-ce que les fascistes n'ont pas été, entre guillemets, une facette, entre guillemets, de cette attaque contre les droits des travailleurs? Et est-ce que c'est pas aussi une sorte d'exemple qui va, dont il faut, dont les réactionnaires vont s'inspirer, mais dont nous aussi on doit apprendre de cette attaque. Je sais pas si peut-être Lefteris, si tu veux prendre la parole. Oui, écoutez, c'est très clair qu'en Grèce, on a essayé beaucoup de choses. C'était un peu un laboratoire, oui, pour essayer d'instaurer aussi un système d'austérité, aussi de répression, et essayer aussi c'était la première fois aussi qu'on appliquait aussi intensément des politiques dans un pays de l'Union européenne. Donc, c'était aussi quelque chose de nouveau et il fallait voir comment cela allait se passer. Donc, c'est important aussi, je pense, pour l'Union européenne. Je ne sais pas si on peut trouver quelque chose de positif dans ce contexte, mais il y a là un point intéressant à discuter, évidemment. Et dans ce contexte-là, le système politique aussi, je l'ai dit avant, a utilisé ces formations, et Aube dorée évidemment, pour essayer d'attaquer aussi le droit de travailler. Ça, je crois que c'était très clair dans la zone des réparations navales, c'est-à-dire au Pirée, où ils ont essayé de démanteler les syndicats, où une des attaques très importantes, c'était contre des syndicalistes communistes qui travaillaient dans la zone. Donc, c'était un des ennemis de l'Aube dorée avec les migrants, comment dire, les communistes, les syndicalistes et tout ça. Donc, ils ont attaqué, ils ont fait une attaque là-bas et ils l'ont déclaré. Il y a des membres de l'Aube dorée qui étaient parlementaires qui disaient on va changer les choses ici à la zone. Ils ont dit ça devant une caméra. C'était pas quelque chose c'était pas un plan caché qui a été, qui a pris, comment dire, qui était fait dans le noir. C'était très clair, c'était très public. C'est en fait le membre du Parlement européen qui l'avait dit. C'est Yanis Laroche, qui est maintenant à Bruxelles, qui on essaye de le ramener en Grèce pour le mettre en prison, qui avait dit ça avec sa voix et on essaie d'être très urgent et tout ça. Donc, on sait que ça, c'était une partie du jeu. Excusez-moi, c'est pas peut-être le mot correct, mais ça faisait partie de ces changements et de cette attaque. Donc, c'est très clair qu'on a essayé, on a trouvé l'opportunité pour changer beaucoup de choses et attaquer le droit des travailleurs, mais aussi la liberté, la démocratie et tout ça. Donc, c'était une période très difficile. Elle a pris un peu fin avec le jugement. Et je voudrais aussi mentionner quelque chose qu'Aphrodite avait commencé à dire. Le parti, et on doit le garder peut-être l'utiliser ici en Belgique ou ailleurs, le parti a été mis sous pression pendant le procès. Et en fait, à cause du procès, l'Aube dorée n'est pas entré en 2019 au Parlement. Ils ont fermé tous leurs bureaux à travers la Grèce parce que aussi ils n'avaient pas droit au financement public. Et ça, c'est un élément qu'on doit garder parce que si la décision n'était pas telle qu'on a vu, l'État doit à l'Aube dorée et au chef 8 millions d'euros de financement public. Et si
la décision n'était pas une décision de condamnation, l'État grec devrait payer 8 millions d'euros au chef de l'Obdoré. Donc, il faut garder tout ça en perspective et utiliser tous les outils qu'on a pour empêcher ça. Donc, c'est un des exemples, ce n'est pas la seule solution, évidemment. C'est, comme Tassos l'a dit, il y a aussi des différentes façons de lire la situation. Et évidemment, on a des différences politiques entre nous et façons d'agir, mais je crois que là, on s'est mis tous d'accord qu'il faut faire quelque chose et il faut le faire d'une telle façon. Donc, on doit garder ces éléments pour éviter que ça se reproduise. D'accord. Alors, dernière question, et puis on va pouvoir conclure. Donc, encore une fois, de Freddy Mathieu qui demande, donc, dans différents pays européens, on constate une collusion évidente entre une partie des forces de répression, donc la police, l'armée, et des organisations fascistes. Et est-ce que c'est le cas aussi en Grèce? Bon, je crois qu'on on y a déjà un peu répondu dans la conversation. Oui. Je ne sais pas si je veux prendre la parole, mais pour 2 minutes, évidemment, c'est tout l'historique, c'est ça qu'il voulait montrer, évidemment, hein, que si on a de temps à autre, en fait, des organisations qui sortent du lot et qu'on les voit, qui sont visibles, mais l'état profond, je ne sais pas comment le dire différemment, l'état profond, et la police et l'armée étaient toujours en fait très polluées par ces idées-là, et les dictatures évidemment sont la preuve qu'on avait en Grèce, toutes les dictatures militaires qu'on avait en Grèce. Mais aussi, il faut dire en fait qu'aux élections, on sait aujourd'hui que la police a voté 40% en fait du personnel de police a voté pour l'Obdoré aux élections, et on sait en fait qu'aucun parti, alors c'est là où il faut se demander en fait, aucun parti, ni de Nouvelle Démocratie, ni de parti de social-démocrate, de PASOK avant, ni évidemment la Nouvelle Démocratie n'ont pas touché en fait ces structures profondes en fait qui produisent des phénomènes comme ça dans l'État grec. Alors ça, c'est quelque chose en fait qui nous suit depuis avant l'apparition vraiment du fasciste, avant 1920, en fait, poursuit l'État grec tout au long. C'est le nationalisme, les idées de ce type-là, en fait, des organisations de ce type-là. Aussi, il faut dire en fait que le financement de Chrissy Avi venait aussi en fait les armateurs avaient par exemple tout intérêt de le garder au pouvoir. Nouvelle Démocratie avait des discussions en fait en cachette avec l'Obdoré, parce que justement ce qui a fait l'Obdoré en fait, et ce qu'ils font ces types d'organisations et des mouvements fascistes, c'est casser justement l'unité des travailleurs, évidemment. Alors, une grande partie de ceux qui votent pour l'Obdoré, évidemment, appartenait à la classe ouvrière déclassée à cause des mémorandums, à cause de fermeture des usines, au chômage, etc. Ce monde-là ne se trouvait pas là au hasard. C'est des gens, en fait, qui ont voté pour Chrissy Avier parce qu'ils ne voyaient pas d'une autre façon, parce que l'ennemi, en fait, était l'autre, justement. Alors, c'est là-dessus, en fait, qu'il faut se poser sur toute notre réflexion et notre analyse et notre organisation pour lutter contre ce type de phénomène. On va pouvoir conclure. Un dernier mot, Tassos? Pour conclure, disons simplement que sur ce que tout le monde a dit, que des cas extrêmes, le fasciste, mais il y a
importance à lutter contre ces cas, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les idées rétrogrades, réactionnaires contre les immigrés, contre les autres, contre les Turcs ici, ou contre les Macédoniens et Noniens. De ce point de vue, je crois que c'est aussi important de mentionner, comme l'a fait Aphrodite, qu'on a eu aussi, pas ici, en Pologne, une petite victoire qui n'est pas contre le fascisme, mais qui est dans la tête des gens contre le contrôle des corps par les femmes, c'était important. Ce n'est pas la victoire, la toute grande victoire, mais je crois que ça converge avec les luttes qu'on donne ici. L'aspect international de solidarité, ça a joué aussi, je l'ai dit, et c'est plus que vous pensiez. Voilà, c'est ça. Merci. Lefteris, un dernier mot pour conclure? Oui, moi aussi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, surtout le dernier mot de Tasso, c'est-à-dire c'est la petite victoire qui crée tout ça, toute cette atmosphère. Si on veut trouver quelque chose de positif dans cette situation très très difficile que tout le monde vit, mais il faut jamais arrêter d'essayer de changer notre vie comme les autres essayent de la changer aussi, c'est-à-dire c'est ce qui a été mentionné sur la Pologne, mais aussi on peut aussi trouver des exemples en Hongrie, mais dans d'autres pays aussi. Donc, c'est une lutte qui doit continuer et surtout, je crois que c'est une bataille contre la normalisation de ces propos et de ces actions. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu avec l'Aube dorée en Grèce surtout, c'était pas un effort, je pense pas que ça avait fait exprès, mais on a vu que la normalisation des propos de l'Aube dorée, des personnalités, des gens qui parlaient au nom de l'Aube dorée et tout ça, cette normalisation à travers les médias, les journaux, la discussion de tous les jours a aidé d'une façon à ramener l'Aube dorée là où on l'a trouvé, c'est-à-dire dans le Parlement et tout ça. Donc, je pense que il y a des petites batailles il faut faire tous les jours, mais il faut garder en tête que la normalité, que des gens veulent nous dire que c'est dans la démocratie et tout ça, c'est normal dans la démocratie d'être tolérant. Il y a là une limite qu'il faut que chacun trouve, c'est-à-dire il y a le paradoxe de la tolérance. Si on tolère les intolérants, à la fin, ils vont gagner. Donc là, c'est une discussion qui est très complexe et c'est un peu plus de la théorie politique. Je ne suis pas expert, mais je comprends que si on tolère les intolérants, à la fin, eux, ils ne vont pas nous tolérer. Donc là, il faut essayer de mettre des limites. La Cour en Grèce, la justice a mis ses limites. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut utiliser ça, nous, en Grèce en moins, mais il faut qu'on arrive à le faire aussi ailleurs et les arrêter, si vous voulez. Mettre la barrière et dire qu'en dehors de ça, c'est fini. Aphrodite, je ne sais pas si tu as déjà conclu ou si tu veux encore dire un mot. Il y a toujours un dernier mot à dire. Moi, j'aimerais vraiment saluer tous les camarades en Grèce, tous les gens qui ont travaillé pour arriver en fait à cette victoire. Je suis assez d'accord avec Lefteris, en fait, quand il parle de banalisation des discours. Les banalisations des discours, en fait, ne sont pas innocents. Les racistes, en fait, se sentent décomplexés pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas innocent parce que ça habitue la société, en fait, à des discours qui sont intolérables. Alors voilà, et j'aimerais en fait saluer tous les gens qui en Grèce luttent dans le quotidien, comme tout le personnel en fait des hôpitaux qui étaient aujourd'hui en grève devant les hôpitaux pour dénoncer la situation, et aussi tous les enseignants, parce que c'est aussi mon domaine, mon secteur, en fait, qui lutte dans les écoles pour garder ce système scolaire qui est tout le temps, en fait, sous attaque. Alors, voilà. Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous.
Moi, donc, pour rappel, donc, c'était une conférence qui était organisée donc, par la formation Léon Lezoil et par la gauche anticapitaliste. On a une prochaine conférence très bientôt, le mardi 17 novembre, donc avec l'épidémiologue Marius Gilbert. Hein. Donc, on va un peu pouvoir l'interpeller sur comment envisager une autre politique sanitaire un peu en dehors des cadres capitalistes. Et donc la semaine suivante, le 24 novembre, donc les deux conférences se font à 20h, et donc le 24 novembre, on aura donc un live organisé par Féminisme Yé, donc qui est la commission, qui est la commission féministe de la gauche anticapitaliste, qui va organiser donc un débat avec avec une camarade polonaise et des camarades belges sur le droit à l'avortement et sur les enjeux actuels, en partenariat donc avec d'autres organisations. Eh ben, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre temps, et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne lutte.